Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous parler d'une discipline ancestrale qui utilise les plantes et la spiritualité, la médecine traditionnelle. 80% de la population y aurait recours en Côte d'Ivoire pour se soigner. Dans cette médecine, les thérapeutes sont appelés tradipraticiens. Ils sont 6 000 recensés par le ministère de la Santé, mais ils seraient en réalité 5 fois plus nombreux à exercer sur tout le territoire. Au sommaire ce soir, enquête sur le business de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Vous allez découvrir quelques-uns des acteurs de ce secteur qui ont fait de leur discipline un vrai business. Mais les défis sont nombreux, au premier rang desquels assurer la fiabilité des produits vendus aux patients. Puis nous vous emmènerons à la rencontre d'un thérapeute pas comme les autres. Aboutou Kofi prétend pouvoir guérir toutes les maladies ou presque grâce à l'argile. En 10 ans, il a créé une centaine de remèdes et ouvert 11 centres d'argilothérapie dans tout le pays. Nous vous plongerons dans son quotidien. Avez-vous déjà bu une décoction de plantes médicinales ou appliqué un produit à base d'écorce sur votre peau? Si oui, vous faites partie des 80% de la population qui se soigne à l'indigénat. Une tradition qui a le vent en poupe en Côte d'Ivoire pour des raisons à la fois culturelles et économiques, la médecine traditionnelle étant perçue comme moins chère que la médecine conventionnelle. Nombreux sont les tradipraticiens à se lancer dans la fabrication de recettes miracles, mais des questions demeurent. Leurs produits sont-ils fiables? Ces guérisseurs sont-ils homologués? Jusqu'à combien peuvent-ils gagner? Le business de la médecine traditionnelle, un reportage de Sibella Tangba, Gisela Mendonça et Oscar Noël-Sangan. Feuilles médicinales, écorces séchées, épices, œufs pour faire des sacrifices, canaris pour préparer des décoctions. Les étals du marché de Yopougon-Ouassakara à Abidjan réservent d'étonnantes surprises. S'il n'est pas très grand, ce marché de plantes médicinales est réputé dans tout le pays. Est-ce que mon médicament est fait trouver aujourd'hui? Quel médicament? Bon, pour faire typhoïde. Palu. Palu. Ah, il y en a. Assetou est vendeuse de plantes médicinales depuis 20 ans. Des plantes pour soigner toutes sortes de maladies, de la plus bénigne à la plus grave. Bon, ça c'est pour le sang. Quand tu es anémié, on peut prendre, faire bouillir, boire. Ça aussi, c'est pour les femmes enceintes. Puis à terme d'accoucher, on écrase pour puriger. Bon, bambou de Chine, là c'est fièvre typhoïde. Cette cliente est une habituée. Elle s'approvisionne chaque semaine chez Assetou. C'est pour 1000 francs. 1000 francs. Tout ce gros sachet à 1000 francs? Oui, tout ce son médicament, bon, indigénat, c'est pas trop cher. Elle fait le paquet à 100 francs, 100 francs. En plus d'être efficace, selon elle, se soigner avec ces plantes aurait l'avantage d'être beaucoup moins cher. Mais si tu vas à l'hôpital, que tu n'as pas les moyens de payer ordonnance, tu peux faire indigénat. Indigénat, autant de nos grands-parents là, c'est indigénat qui guérit. Mets ton canari au feu, tu bois, tu te puriges, tu te laves, tu peux trouver guérison. Donc c'est ça. La médecine traditionnelle, 80% de la population en Côte d'Ivoire y a recours pour se soigner. Des remèdes hérités de traditions anciennes, utilisés pour des raisons culturelles et économiques. Les procédures médicales modernes restant encore inaccessibles pour une partie de la population. Du coup, le pays compterait aujourd'hui pas moins de 6 000 tradipraticiens, herboristes, guérisseurs. Si certains exercent leur commerce dans un cadre encore flou, d'autres ont créé de petites unités de fabrication. Et même pour certains, des cliniques très rentables. Comment s'assurer de la fiabilité de ces produits? Comment cette médecine est-elle encadrée en Côte d'Ivoire? Ce business peut-il rapporter gros? Bienvenue dans le monde mystérieux de la médecine traditionnelle. Dans le quartier populaire d'Abobo, Bambabiti, 73 ans, est en pleine préparation. Dans ce laboratoire de fortune, qui lui sert aussi de domicile, de grandes marmites et plusieurs sacs de feuilles séchées, à partir desquelles elle confectionne des médicaments traditionnels.
C'est les feuilles de sana et puis je fais sécher et puis bon, je fais comme ça, c'est pour la toux. C'est très bon. Quand quelqu'un tousse. Ces feuilles ont été récoltées à 800 km d'ici, dans la forêt vierge de Touba, au nord du pays. Elles ont ensuite été séchées, pilées puis tamisées par celle que l'on surnomme Maman Biti. 40 ans d'expérience en tant que tradipraticienne. Un don qu'elle aurait hérité de son grand-père. C'est Dieu donné. Pourquoi j'ai dit Dieu donné? Mes parents le faisaient, ça ne m'intéressait pas. Et deux fois, bon, par rêve, on me montre des médicaments. Bamba Biti n'hésite pas à invoquer la puissance divine pour expliquer ses talents de guérisseuse. Une guérisseuse qui accorde un soin particulier à la présentation de ses médicaments, placés dans des emballages et étiquetés. Pour seule notice, quelques lignes écrites sur la boîte. Soro, c'est dans ma langue. Ça veut dire la toux. On met ici la date de production, fabrication, l'adresse, tout est dedans. Est-ce que ça suffit? Il y en a qui se traitent chez moi il y a plus de 20 ans, 30 ans. Deux fois, au lieu de partir à l'hôpital, ils préfèrent même venir ici. Cette confiance, la preuve selon elle de l'efficacité de ses produits. En tout, elle en a fabriqué une 40aine. Certains, comme celui-ci, soigneraient le neuropaludisme, la forme la plus mortelle de la malaria. Difficile de le prouver. En tout cas, après plusieurs tests de toxicité, Bamba Biti a reçu un agrément du ministère de la Santé pour fabriquer ses médicaments. Un prix national d'excellence lui a même été décerné. Celui qui a fait sa notoriété, c'est le Diabétrine, un produit à base de plantes qui aurait permis en 6 ans de soigner 3000 patients atteints de diabète. Par jour, la tradipraticienne dit pouvoir écouler jusqu'à 70 unités de ce médicament vendu 8000 francs pièce, soit un remède qui peut lui rapporter 560 000 francs CFA en une seule journée. La majorité de ses clients viennent directement à son domicile. Mais Maman Biti a aussi ouvert une petite boutique à Abobo. Ici, elle expose et vend ses médicaments. Certains sont coûteux, le prix à payer pour soigner tous les maux, même les plus intimes. Le plus cher des médicaments, c'est la faiblesse sexuelle. C'est ça qui est 10 000 francs, mais quand on le fait aussi, ça marche beaucoup. Parce que les clients ont beaucoup confiance en ça. Donc c'est le Viagra de Maman Biti. Les autres sont vendus entre 2000 et 8000 francs CFA. Elle réalise ici près de 300 000 francs de chiffre d'affaires par mois. En tant que fabricante agréée, elle est autorisée à produire et à commercialiser ses médicaments dans ses établissements, mais pas encore dans les pharmacies. Il lui faudra pour cela obtenir un autre agrément du ministère de la Santé. Son obtention peut prendre jusqu'à 2 ans. Pour faire prospérer cette médecine traditionnelle, certains ont créé de véritables cliniques. Cette jeune femme a rendez-vous pour un examen médical. Ici, tout ressemble à s'y méprendre à une clinique conventionnelle. Salle d'attente, secrétariat, protocole de prise en charge des patients. Mon Dieu, nez bouché, la laine un peu dérangée. Quand vous parlez, vous sentez une mauvaise odeur. Oui. Sauf que nous ne sommes pas à l'hôpital, mais dans un centre spécialisé pour la sinusite. Une maladie qui se manifeste par des maux de tête, un mal de gorge, des narines bouchées. Ici, on soigne uniquement avec les plantes. Je vous prépare psychologiquement. Vous allez avoir une sensation désagréable de quelques minutes, le temps que le produit fasse son effet, pour pouvoir drainer. La patiente est conduite en salle de soins. Venez, madame, s'il vous plaît. Ici, pas d'intervention chirurgicale pour traiter les sinusites chroniques, comme cela se passe parfois dans les hôpitaux. La technique employée, le drainage. Elle consiste à extraire la glaire dans les cavités du patient à l'aide d'un produit, le GP20. Comprenez, groupe de plantes aux 20 vertus. Pendant 1 heure, la glaire s'écoule. Il faudrait en tout une dizaine de séances pour que le traitement fonctionne. Prix de la guérison, entre 130 et 180 000 francs CFA. Malgré ce coût important, la clinique ne désemplit pas.
Elle reçoit en moyenne une quarantaine de patients par jour, environ 15 000 par an. Soit un chiffre d'affaires avoisinant les 500 000 francs par jour, 182 millions de francs CFA annuels. Celui qui se frotte les mains, c'est Bini Kwaku. Il n'est ni médecin, ni pharmacien, mais docteur en sociologie. C'est lui qui a fondé le centre il y a 14 ans, suite à un drame personnel. L'une de ses étudiantes, souffrant de sinusite, est décédée peu après une opération. J'ai pris le pari que plus personne ne meurt de la sinusite. Et c'est à cela que nous avons été orientés vers la médecine traditionnelle, vers le savoir traditionnel qui a des compétences. Qui a des compétences, malheureusement, qui sont parfois méconnues. Passionné de médecine traditionnelle, il a donc mis au point, après 7 ans de recherche, le GP20. Ce mystérieux médicament est préparé ici, dans le laboratoire de la clinique. Cette poudre, elle est constituée d'extraits de plusieurs plantes, racines, que nous allons utiliser pour faire le mélange et obtenir un produit liquide. Un mélange de racines réduites en poudre, mélangé à de l'eau distillée, puis filtré, avant d'être mis dans ces pipettes. C'est tout ce que nous saurons de la recette de fabrication du GP20. Depuis ses débuts, la clinique aurait soigné 160 000 patients. Preuve, selon le docteur Kwaku, que ce traitement peut être une alternative ou un complément à la médecine moderne. Il n'y a pas une médecine traditionnelle d'un côté et une médecine moderne d'un côté. Il s'agit de soigner les gens. Il s'agit de la médecine, soigner les gens. Au cœur de cette médecine traditionnelle, il y a les plantes médicinales. 1500 ont été découvertes par les chercheurs ivoiriens. Un trésor thérapeutique. Dans cette forêt botanique, située en plein cœur de l'université de Cocody, sont conservées plusieurs centaines d'espèces issues de la pharmacopée traditionnelle. Objectif, les étudier et les reproduire afin de les préserver. Vous avez dû entendre un peu partout une plante qu'on appelle le cure-dent-gouro. Voici la plante elle-même qui est là. Cette liane que les gens utilisent comme plante stimulant aphrodisiaque. Des plantes aux multiples vertus thérapeutiques. Leurs propriétés vont du traitement du paludisme à l'hypertension, l'infertilité ou encore la fatigue. Mais le botaniste nous met en garde. Certaines de ces plantes sont capables du meilleur comme du pire, comme celle-ci qui agit contre l'asthme. Ici, c'est une petite liane qu'on appelle Abrus precateus, la liane réglise. S'il vous plaît, si vous voyez des graines de cette plante, évitez de mâcher ne serait-ce qu'une seule graine. Vous aurez beaucoup d'ennuis. Elle est suffisamment toxique pour tuer un enfant. La feuille, qui agit comme un bronchodilatateur, serait elle sans danger. Il faut donc selon lui réaliser des tests sur ces plantes pour éviter qu'elles ne deviennent des poisons. Même si on t'a dit que ça soigne tant, il est bon que ce soit un spécialiste qui te donne la dose. Sinon, tu risques de t'empoisonner inutilement. Toutes les plantes sont toxiques, c'est la dose qu'il faut respecter pour que ça puisse te guérir. Ces plantes médicinales ne seraient donc pas sans risque. Pour vérifier que les produits vendus ne constituent pas un danger, un programme a été créé, piloté par ce médecin, le docteur Croix Eoulé. Son rôle, encadrer et réglementer le secteur. C'est lui qui a donné l'agrément à Maman Biti et sa fameuse diabétrine. Aujourd'hui, il reçoit à son bureau des tradipraticiens qui souhaitent eux aussi le même dénouement. Ce matin, nous sommes venus vous présenter le document, c'est-à-dire le dernier document qui prouve que le médicament Diagé a passé tous les tests possibles. Ce document apporté par M. Adou est censé contenir les preuves de l'efficacité d'un médicament qui soignerait à la fois le diabète, l'hypertension et l'obésité. Un médicament testé sur un échantillon de 60 patients dans un hôpital. Un processus encadré par un médecin conventionnel. Je crois que ces résultats-là sont de très bons résultats, des résultats concluants. Et l'étape qui reste, c'est
l'obtention d'un agrément, une unité de production artisanale. Donc vous devrez pouvoir faire votre dossier, trouver un endroit approprié qui respecte les bonnes pratiques de production. Cet autre naturothérapeute est plus avancé dans ses démarches. Grâce au conseil du Dr Croix et de son équipe, il a amélioré la présentation de son médicament contre l'infertilité masculine, en y intégrant une notice. Vous avez fait des notices? Oui. Voilà. Vous voyez qu'on a demandé un certain nombre de choses. J'espère que vous avez respecté. Voilà, entre autres, on a demandé de mettre la composition des médicaments. Au départ, c'était mal étiqueté. Voilà ce qu'il a présenté. Et la prise était difficile pour les patients. Nous avons conseillé, nous l'avons accompagné jusqu'à ce qu'on transforme sous forme de stick. Vous voyez le poids qui est à l'intérieur, on a mis autour de 10 grammes. Par exemple, c'est bien pesé. Il y a une posologie. Oui, une posologie adaptée. Le programme s'est aussi doté d'un code d'éthique et de déontologie. Objectif, définir les règles de bonne pratique et surtout, limiter les abus. À l'article 9, il demande par exemple de s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à sa profession, comme le charlatanisme. Ou à l'article 29, de s'abstenir de prescrire ou d'administrer l'acte sexuel comme traitement. Le Dr Croix le reconnaît, le secteur n'est pas à l'abri des charlatans. Vous voyez dans la presse écrite, le révèle un praticien de médecine traditionnelle a eu pour des prescriptions, pour l'acte sexuel, pour faire un traitement. Vous comprenez que c'est interdit. L'utilisation d'organes humains, c'est interdit. Il faut la contribution de tout le monde, la population, pour que ces praticiens, ces vendeurs d'illusions qui font les fausses promesses, soient stipés des rangs des praticiens de médecine traditionnelle. Assainir le secteur et accompagner davantage de tradipraticiens vers l'homologation de leurs médicaments. Aujourd'hui, sur les milliers de médicaments traditionnels vendus en Côte d'Ivoire, seuls 10 ont reçu un agrément pour être vendus dans les pharmacies. Retour sur le plateau, nous recevons ce soir le Dr Croix Ehoulé, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, Mamadou Ouattara, tradipraticien, et enfin le professeur Jean-Marie Casanelli, directeur médical et scientifique au CHU de Trècheville. Bonsoir messieurs. Et merci d'être sur le plateau de Made in Africa ce soir. Alors, la médecine traditionnelle sera utilisée aujourd'hui par 80% de la population en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Plus de 80%. Plus de 80%. Voilà. Alors, donc on sent un véritable engouement qui existe peut-être depuis longtemps. La médecine traditionnelle est très utilisée en Côte d'Ivoire, plus de 90%. Plus de 90%. Ça dépend des communes. Alors, il y a un engouement. Pourquoi, selon vous ? Pour des questions de culture et l'abordabilité également, des questions d'accessibilité financière et géographique, la médecine traditionnelle est très utilisée. Mamadou Ouattara, vous êtes praticien vous-même, donc naturothérapeute. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de cette médecine, selon vous ? Depuis la nuit des temps, c'est une médecine qui est utilisée par les populations. Malgré tout ce qui peut être dit, les gens continuent de faire recours à cette médecine. Et on sait aussi qu'il y a d'autres peuples ailleurs qui sont en train de revenir vers tout ce qui est produit naturel. Professeur Casanelli, vous on le sait, vous êtes professeur, non médecin, vous êtes dans la médecine que nous appelons conventionnelle. Alors quel regard vous portez sur cet engouement, cette omniprésence de la médecine traditionnelle ? Je pense que la plupart du temps, les gens qui sont dans nos villes, à Abidjan par exemple, dans les grandes villes à Abidjan, viennent à l'hôpital, dans l'hôpital public. Et à l'intérieur, dans les petits villages, ils vont à la médecine traditionnelle d'abord. Je pense que c'est comme ça. Alors, faisons le point aujourd'hui, Dr Croix. On a combien de tradipraticiens en Côte d'Ivoire ? Dans notre base de données, il faut dire que le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a pour mission de contribuer à une utilisation, à l'amélioration de la couverture sanitaire par une utilisation efficace ou efficiente de la médecine traditionnelle. On a demandé donc dans nos missions de recenser les praticiens de médecine traditionnelle, de les identifier. Nous avons mis en place un logiciel et au jour d'aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, plus de 6383 praticiens au jour d'aujourd'hui intégrés dans notre base de données. Ok, intégrés dans la base de données. Voilà. Il y en a d'autres qui n'y sont pas. Oui.
Ils viendront. Alors, un point qui nous intéresse aussi, c'est le prix des produits. On a dit en entrée, en présentation de l'émission, qu'il y a aussi le facteur économique qui influençait le choix ou la décision des populations de s'orienter vers la médecine traditionnelle. Pourtant, on a eu quand même un produit, le Diabétrine, à 8 000 francs CFA, c'est quand même, professeur, un prix qui est en compétition avec certains des produits qui sont en officine. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, bien sûr. 8 000 francs, ce n'est pas rien. Quand même beaucoup, ça, quand même. Et sur ce point, docteur Croix, pourquoi un tel montant quand on sait qu'en général, la médecine traditionnelle nous permet de faire des acquisitions de médicaments à des prix intéressants? 8 000, c'est pourquoi? C'est pour la recherche, c'est pour l'emballage, c'est pour l'exposition, c'est pour le lieu qu'elle loue? Pourquoi? Il faut dire que pour les médicaments à base de plantes, ils doivent entamer plusieurs processus. Par rapport à la cueillette des plantes, c'est-à-dire l'organe, la matière première par exemple, lorsque vous regardez la chaîne de valeur, tous ceux qui vont intervenir, nous sommes autour de 10 personnes. Vous voyez que tout cela mérite, a besoin d'être quelque chose dans ce sens-là. Si ça continue comme ça, si les travaux continuent, bientôt, l'argument économique ne sera pas de mise. Oui, mais c'est à nous, j'allais dire, la direction de coordination, de réglementer cela. Nous allons y arriver. Tout cela mérite d'être codifié. Le prix des médicaments doit être homologué. C'est pour cela que l'OMS accorde, ou l'OAS accorde une importance à cette médecine. Si elle devient plus chère que la médecine moderne, ça n'a pas de sens. Professeur, on a quand même vu tout à l'heure cette clinique CNS qui s'occupe de la sinusite. On a quand même, c'est étonnant selon vous, c'est 15 000 patients par an, organisé comme une vraie clinique, enfin une clinique conventionnelle, les protocoles et tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, c'est un peu bizarre. Moi, je pense que d'une manière générale, ce que nous les professionnels de médecine moderne, on reproche un peu à ceux qui font la médecine traditionnelle, c'est le fait des confirmations. Lorsqu'on dit que les patients ont une sinusite, il faut que ça soit confirmé. Il faut que ça soit confirmé par des examens, par exemple une radio des sinus, par exemple un scanner des sinus. Comme ça, en fonction de ça, on peut dire effectivement il a une sinusite aiguë, il a une sinusite chronique. Voilà. Alors, il est clair que déjà, dans ce centre, sur place, on peut faire des radios, donc ça c'est clair. Reconcentrons-nous sur comment est-ce que ces produits sont fabriqués. On l'a vu tout à l'heure, Maman Biti, qui travaille chez elle. Et le programme a pour mission d'accompagner les praticiens de médecine traditionnelle. Concrètement, donc vous n'avez pas d'agrément? Je confirme cela, mais nous sommes encadrés et accompagnés pour qu'on puisse faire les tests sur les médicaments que nous avons. Il y a des analyses qui sont faites, ça c'est le programme qui nous accompagne. L'agrément concrètement signifie quoi? Pour mieux vous faire, pour mieux expliquer ou pour donner l'agrément, je vais dire ceci. Un praticien de médecine traditionnelle a un produit X, dénommé peut-être Kofi par exemple, un produit. Ce produit Kofi a dit qu'il soigne l'hypertension artérielle, le diabète ou bien un certain nombre de pathologies. Quelles sont les preuves scientifiques? Nous envoyons au laboratoire pour voir est-ce que le médicament est toxique ou pas. Est-ce que le médicament traite effectivement des patients diabétiques, par exemple, sur des rats ou sur des souris. Ces études-là sont réalisées dans un laboratoire complet. On fait les tests physico-chimiques, les triphytochimiques, tout ça c'est fait. Réalisé en Côte d'Ivoire. Une partie est réalisée en Côte d'Ivoire, c'est dommage, mais une partie est réalisée à l'étranger. C'est plus rapide. Vous donnez un produit au Ghana au bout de 2 semaines. Ils ont des centres, Ghana. Oui, des centres collaborateurs de l'OMS, des centres certifiés par l'Organisation mondiale de la santé, qui vous fait ces tests-là à moins de 45 jours. La toxicité aiguë et subaiguë. Ça se fait automatiquement, vous avez les résultats. Ensuite, lorsque vous avez ces tests-là sur le dossier de votre médicament, bien sûr, on va accompagner l'histoire de votre médicament, l'aspect efficacité qu'on peut dire. Ensuite, nous demandons, il faut que le ministère de la Santé vous donne une autorisation, un endroit que nous appelons une unité de production. Ça peut être un niveau artisanal pour les débutants, un niveau industriel, ça dépend. Pour là, ça s'appelle autorisation. Oui, ça s'appelle là, oui, un agrément. Okay. Deuxième étape, après les tests, après l'unité de production, votre attestation, votre agrément, vous devrez faire homologuer votre médicament. C'est de ça que le professeur parle.
Pour que si un médecin devrait prescrire ce médicament, il faut des preuves scientifiques, une validation scientifique. Et cela, ça prend du temps. Vous devrez faire un dossier complet et remettre à la direction de la pharmacie du médicament pour passer à l'homologation, pour expliquer assez simplement. Bon, concrètement, une personne qui n'a pas reçu d'agrément peut encore continuer de vendre et c'est toléré. C'est toléré. Si vous permettez, je vais quand même recueillir le sentiment du professeur Casanelli, des tradipraticiens. Ils ne sont pas encore arrivés à l'étape de l'agrément, mais on tolère quand même qu'ils continuent de vendre leurs produits. Alors, comment est-ce que vous ressentez ça? C'est un peu grave. Parce qu'en fait, ces médicaments qui sont supposés soigner l'hypertension, soigner le diabète, qui sont des problèmes de santé publique majeurs chez nous en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on prenne ces médicaments. Et puis, secondairement, le malade ait des problèmes rénaux, etc. etc. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de cas? Oui, c'est ce qu'on a vu pas mal. On en a vu pas mal dans nos CHU. On y reviendra tout à l'heure. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, votre activité en tant que naturothérapeute, est-ce votre activité principale? C'est mon activité exclusive. Vous ne faites rien d'autre que ça? Je ne fais rien d'autre que ça. Et vous en vivez? Oui, j'en vis. Alors, vous avez du personnel, des personnes qui travaillent avec vous? Oui, personnel qui travaille directement, c'est une douzaine. Oui. Mais au-delà, c'est plusieurs dizaines. Alors, c'est une véritable PME. Alors, c'est quoi à peu près vos chiffres d'affaires à vous? Bon, là, c'est juste les chiffres de vente, hein. Déjà, est-ce que vous faites des consultations? Oui. Et c'est payant? Non, chez moi, les consultations ne sont pas payantes. Ce sont les produits que je prescris que le patient y paye. Et vous fabriquez, vous avez une unité de production? Oui, je fabrique et je suis accompagné, comme je dis. Ouais. Nous sommes dans le processus d'analyse de tous nos produits. De tous vos produits. Mais comment est-ce que vous fixez, par exemple, la date de péremption? Ça, je veux savoir. Vous dites que ce produit ne peut pas être utilisé après, après janvier 2022. Comment on fait ça? Chaque fois qu'on produit, pour arriver à cela, il y a un échantillon qu'on garde. OK, et on observe? On observe. Après 6 mois, ou bien 3 mois, ou 1 an, vraiment, ces choses ne peuvent plus être consommées. C'est ainsi que nous mettons date de fabrication et date de péremption. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que s'il y a un processus scientifique qui vient accompagner ce processus plus ou moins empirique, c'est qu'il faut que de plus en plus les témoignages soient appuyés par des preuves scientifiques. Selon vous, c'est un processus qui est cohérent pour un produit qu'on doit mettre à la disposition du public? Non, ce n'est pas très scientifique. De toute manière, ça, c'est... Théoriquement, on doit se mettre dans le côté moderne pour que réellement, il n'y ait pas de risque. La preuve, je donne un exemple. Certains médicaments qu'on utilise dans la médecine dite moderne, au bout de 15 ans, on se rend compte qu'ils ont des effets secondaires. Et parfois, même vous vous êtes rendu compte que parfois, certaines personnes sont poursuivies en France par rapport à ça, dans certains pays, par rapport aux médicaments. Donc c'est pour ça que nous aussi, en Afrique, il faut qu'on soit un peu plus professionnels. Parce que ça, vraiment... On est trop dans l'émotionnel. Par exemple, je soigne la toux. Mais la toux, c'est un signe. C'est le signe d'une maladie, c'est un signe. On ne peut pas soigner un signe uniquement. La toux, là, ça peut être parfois une tuberculose qui commence. Quelque part, il faut se dire qu'il y a du chemin qui a été fait pour arriver au fait que nous soyons encadrés. Par des scientifiques. Et ce soir... Ce que nous voulons savoir, c'est à quel niveau est-ce que vous êtes dans l'évolution de ce processus. Et on en parle donc ce soir. Nous vous emmenons à présent à la rencontre d'un homme au parcours étonnant, Aboutou Kofi, ancien potier devenu argilothérapeute. L'argile, c'est sa matière de prédilection, celle avec laquelle le tradipraticien prétend pouvoir guérir toutes les maladies, ou presque. En quelques années, il a créé, vous allez le voir, un véritable business. Aboutou Kofi, de la poterie à la médecine, un reportage signé Thomas Digobadia et Oscar Noël Sangan. Ce matin, dans cet atelier de Grand Bassam, à quelques kilomètres d'Abidjan, un potier est en plein travail. Cet homme, c'est Aboutou Kofi. Avec d'autres artisans, il a fondé en 1982 ce centre de céramique. Là, c'est mon premier tour de potier. Depuis janvier 1982 précisément. Pendant près de 30 ans, Aboutou Kofi a vendu ses poteries dans ce centre artisanal,
des poteries renommées localement. Mais depuis 10 ans, l'homme a troqué son tablier d'artisan pour une blouse de naturothérapeute. L'argile qu'il façonnait de ses mains depuis son adolescence, il l'utilise désormais pour élaborer des remèdes et guérir des malades. C'est après s'être soigné avec de l'argile, suite à une intoxication, que le potier décide de changer de vie. Avant, avec la poterie, c'était l'art d'agrément, mais ici, avec la naturothérapie, c'est l'art de santé. Et donc, nous pratiquons la médecine traditionnelle pour pouvoir faire la santé, sinon refaire la santé de l'humanité avec l'argilothérapie. C'est l'histoire d'un homme au parcours atypique. Un ancien potier devenu tradipraticien à 55 ans. Désormais, Aboutou Kofi prétend guérir presque toutes les maladies grâce à l'argile. Une matière rocheuse naturelle présente en quantité infinie dans les sous-sols ivoiriens. Purifiante, cicatrisante, régénérante, on attribue de nombreuses vertus à l'argile. Aboutou Kofi, lui, en a fait un véritable business. En 10 ans, il a créé près d'une centaine de remèdes à base d'argile et de plantes et ouvert 11 centres d'argilothérapie dans toute la Côte d'Ivoire. Mais le personnage ne fait pas l'unanimité et l'utilisation de l'argile pour soigner reste controversée. C'est à Grand Bassam, dans cette modeste maison, qu'Aboutou Kofi a installé son cabinet. Chaque jour, des dizaines de malades viennent consulter le tradipraticien. Bonjour madame. C'est vous qui êtes malade ou bien c'est l'enfant? C'est l'enfant qui est malade. S'ils sont si nombreux, c'est que l'homme a la réputation de faire des miracles. Certains voient même en lui leur dernière chance d'être soignés après l'échec des traitements conventionnels. Le mal dont je souffre là a mis un peu de temps, assez de temps. Ici, j'ai parcouru presque tous les hôpitaux pour faire des analyses, pour faire des traitements. Bon, il n'y a pas de résultats probants. Donc un jour comme ça, j'ai appris le nom du docteur Aboutou et je suis venu l'essayer. Comme ce patient, cette jeune femme vient consulter le tradipraticien pour la première fois. Après 2 ans de traitement conventionnel contre l'hépatite B, sans amélioration, elle s'en remet à Aboutou Kofi. Je vais vous donner, comme c'est l'hépatite virale B, c'est ça? Je vais vous donner des produits pour commencer le traitement. Pour la guérir, le tradipraticien lui prescrit un traitement à base d'argile et de plantes inscrit sur cette sorte d'ordonnance. Chaque jour, elle doit prendre 6 remèdes différents avec une posologie bien particulière. Par exemple, un demi-verre d'eau mélangé à de l'argile en poudre matin et soir, ou encore 2 cuillères à café d'argile à appliquer sur le foie 2 fois par jour. Un protocole de soins exigeant, mais en le suivant à la lettre, Aboutou Kofi le garantit, cette patiente sera rétablie dans quelques mois. Comme l'hépatite B, chaque maladie a son propre traitement inscrit sur ses notices explicatives. Grâce à ces potions, aucune ne résisterait aux naturothérapeutes. On peut guérir des arthroses, on peut guérir de la drépanocytose, qui est une maladie du sang, la tension, le diabète, qui est une autre maladie du sang. Toutes ces maladies peuvent se soigner et se guérir à partir de la naturothérapie et singulièrement l'argilothérapie. Il y a une seule maladie et c'est la seule maladie que je crains, c'est la mort. Entre médecine traditionnelle et mysticisme, l'argilothérapie d'Aboutou est à 1000 lieues de la médecine conventionnelle. Une médecine que le tradipraticien dit ne pas écarter complètement. Avant de venir le voir, ces patients doivent au préalable consulter un médecin généraliste ou faire des examens comme des prises de sang ou des radios. Je travaille toujours en collaboration avec la médecine moderne. C'est très important. De nos jours, oui, il ne faut pas soigner de manière empirique. Vous ne savez pas de quoi la personne souffre, vous lui donnez un médicament. Il y a 2 mains pour laver le même corps. Et donc, les 2 médecines, impérativement, nous devons utiliser les 2 médecines pour prendre les malades en charge.
En une journée, Aboutou Kofi peut gagner jusqu'à 200 000 francs CFA, à raison de 2 000 francs la consultation. Le malade devra aussi acheter les médicaments prescrits par le tradipraticien, vendus à l'entrée du cabinet. Des médicaments dont le prix varie entre 2 000 et 10 000 francs CFA. C'est le prix à payer pour se soigner grâce à l'argile d'Aboutou. C'est à quelques mètres à peine du cabinet que les remèdes d'Aboutou Kofi sont fabriqués. Ici, il a installé une sorte de laboratoire totalement artisanal. Dans ces grands chaudrons, ses employés fabriquent chaque jour des centaines de litres de potions censées soigner les malades. Nous avons aujourd'hui 96 médicaments, dont une soixantaine de préparés. Les autres sont le plus souvent en poudre. Voilà, on va sécher, on va faire de la poudre. Toutes ces mixtures ou presque contiennent de l'argile, une matière première indispensable à Aboutou Kofi qu'il fait venir de toute la Côte d'Ivoire. Il dispose d'un réseau de puisatiers qui creusent puis lui envoient l'argile pour 10 000 francs le sac de 50 kilos. Chaque mois, il peut en commander jusqu'à 30 tonnes, montant d'une telle commande 6 millions de francs CFA. Une fois reçue, l'argile est d'abord tamisée, puis mélangée à des plantes avant de mijoter pendant des heures. Après refroidissement, la mixture est mise en bouteille, puis fermente dans cet entrepôt plusieurs mois. C'est seulement ensuite qu'elle peut être vendue. Ces potions à l'argile, Aboutou Kofi les a concoctées à partir des connaissances médicinales transmises de génération en génération dans sa famille. Des recettes qu'il dit avoir améliorées pour produire à grande échelle. Mais impossible d'en savoir plus, Aboutou Kofi fait le mystérieux. C'est un secret de fabrication, ça vous ne divulguez pas? Oui, parce que ça, ce sont je dirais pas, ce sont des recherches, ce sont des dons que j'ai reçus. Dès lors que c'est un don, il ne faut pas le brader. Chaque jour, ce centre produit environ 1000 litres de remèdes. Pour s'assurer de la qualité de ces médicaments, il a embauché 2 qualiticiens. Leur rôle, vérifier que les dosages sont respectés afin que les potions aient l'effet escompté. On contrôle la toxicité, on contrôle le taux d'acide, on contrôle le taux de fermentation ou bien s'il y avait des microbes dans les médicaments. Tout cela a été contrôlé par l'État, c'est pour ça qu'on nous a donné le certificat de qualité. Quand Aboutou Kofi parle de contrôle de l'État, le dernier remonte à 2017. Depuis, ces produits n'ont pas fait l'objet de nouveaux contrôles. Ses remèdes et sa réputation lui ont valu d'être admis au CHU de Trècheville en 2014. Pendant 4 ans, il a été responsable de l'unité de médecine traditionnelle située dans un des bâtiments de l'hôpital, une grande première dans un hôpital public en Côte d'Ivoire. C'était ici que se trouvait l'unité de médecine traditionnelle du CHU de Trècheville, juste en bas de la clinique Béda. Le professeur Casanelli est le directeur médical et scientifique du CHU. Il dit n'avoir eu que peu de contact avec Aboutou Kofi lorsque celui-ci exerçait à l'hôpital. Pour lui, l'argilothérapie n'est pas efficace contre toutes les maladies, et notamment les plus graves. La médecine, c'est une question de démonstration, c'est une question de... On ne peut pas dire qu'on guérit telle chose, qu'on guérit telle chose, si on n'a pas de preuves scientifiques. On n'a jamais démontré par A plus B que l'argile pouvait guérir certaines choses. Peut-être en matière de traumatisme, peut-être en matière de douleur articulaire, peut-être par cataclysme, ça c'est possible. Mais sinon, au fond des choses, c'est un peu difficile de croire que l'argile peut guérir la drépanocytose, par exemple. C'est un peu compliqué de croire que l'argile peut guérir, par exemple, un cancer d'estomac, par exemple. Au fil des mois, le doute s'est installé à l'hôpital parmi les médecins quant au traitement prodigué dans l'unité de médecine traditionnelle. Nous, on voyait derrière un certain nombre donc, de patients pris en charge dans son unité qui se compliquaient. C'est donc ce genre de situation qui a entraîné donc, un doute au niveau
de l'ensemble donc des chefs de service et qui a contribué énormément à mettre en doute les soins prodigués au niveau donc de cette unité de médecine traditionnelle. Aboutou Kofi ne fait pas l'unanimité au sein du corps médical. En 2018, l'unité de médecine traditionnelle du CHU ferme ses portes. Le tradipraticien s'en retourne exercer dans son cabinet de Grand Bassam, toujours déterminé à démontrer les vertus de l'argile. Ce matin-là, il se rend dans son studio d'enregistrement situé dans la cour de sa maison. Spot, caméra professionnelle, technicien. Aboutou Kofi a installé ici un studio digne d'un plateau de télévision. Un endroit que l'on ne s'attend pas à trouver chez un tradipraticien. Pourtant, depuis qu'il s'est lancé dans l'argilothérapie il y a 10 ans, il a fait de la communication son cheval de bataille. L'hôpital, tout le monde sait qu'on doit aller à l'hôpital. Et donc, on s'en va à l'hôpital naturellement, sans être informé. Mais quand il s'agit de la naturothérapie qui ne court pas les rues, il faut pouvoir communiquer, afin que le malade sache qu'il y a quelqu'un qui puisse s'occuper de moi, qui puisse me soigner, qui puisse me guérir. Pendant plus de 3 heures, il prodigue ses conseils sur le réseau social Facebook, où sa page compte plus de 2000 abonnés. Des abonnés qui posent des questions auxquelles Aboutou répond en direct. Nous avons des internautes à l'étranger qui consomment beaucoup le café et le thé. Et vous déconseillez le thé et le café. Pouvez-vous nous dire pourquoi? S'il donne régulièrement des conseils sur la nutrition et l'usage des plantes, Aboutou Kofi n'a de cesse de répéter son leitmotiv. Oui, il faut utiliser l'argile pour se soigner. Mais par exemple, pour les plaies, si un enfant tombe et qu'il se blesse, si vous avez de l'argile là, mettez sur la plaie. Répandre son modèle dans toute la Côte d'Ivoire passe aussi par la formation. Depuis 2010, il a créé une dizaine de cabinets d'argilothérapie dans tout le pays, dont 5 rien qu'à Abidjan. Des cabinets où il se rend régulièrement pour des consultations comme ici, dans le quartier d'Angré. Bonjour messieurs, dames. Des pharmaciennes aux aides-soignants, tout le personnel a été formé par Aboutou Kofi. Des jeunes disciples qui ont tout appris aux côtés du tradipraticien et qui, pour la majorité, se sont lancés après avoir été guéris grâce à un traitement à l'argile. J'avais de l'asthme cardiaque et je me suis tournée vers la médecine conventionnelle. J'ai pas eu de bons résultats. Et voilà, il n'y a que dans l'argilothérapie que j'ai trouvé ma guérison. Donc je suis venue, j'ai été formée. Et puis voilà, maintenant je suis pratiquante de la médecine traditionnelle. Au total, il a formé gratuitement près de 80 personnes. Des jeunes qui l'aident à ouvrir leur cabinet en payant locaux et matériel et qui l'assistent une fois par semaine. Son objectif, permettre à cette nouvelle génération de prendre la relève et de soigner suivant ses méthodes. Si je ne forme pas la relève, le jour où je vais mourir, je vais partir avec mon art. Et donc, c'est impératif de former des jeunes personnes pour la relève. À l'avenir, ces jeunes praticiens convaincus par les bienfaits de l'argilothérapie continueront de répandre la parole d'Aboutou Kofi partout en Côte d'Ivoire, voire au-delà. De retour sur ce plateau, ma première question s'adresse à vous, Mamadou Ouattara. Que vous inspire ce reportage sur ce monsieur Aboutou Kofi? Bien, je ne saurais donner un argument de valeur puisque nous n'avons pas trop de contacts. Donc, je ne saurais dire quoi que ce soit. Est-ce que vous aussi, vous avez plusieurs centres comme ça? Moi, en ce moment? En ce moment, j'ai 2 centres en Abidjan. Professeur Casanelli, question pour vous. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire? Bon, ce reportage m'inspire qu'en fait, l'argilothérapie, l'argile a sa place, mais l'argile ne peut pas tout régler. L'argile, par exemple, peut être utilisée comme antalgique, c'est-à-dire comme antidouleur, ça c'est possible. Comme antiseptique, ça c'est possible. Comme pansement intestinal, ça c'est possible. Comme pansement gastrique, ça c'est possible. Mais l'argile ne peut pas traiter un ulcère.
En tout cas, il est clair que l'argile a des vertus que vous reconnaissez. Voilà. Alors, en 10 ans quand même, Aboutou Kofi a créé une centaine de remèdes. Il a reçu un agrément pour produire et commercialiser. Question, Dr Croix. Oui. Vous le connaissez? Je le connais. Voilà. Oui, je le connais. Alors, donc, il a une centaine de remèdes. Comment ça se passe? C'est des remèdes qui sont déposés chez vous. Est-ce qu'il a obtenu aujourd'hui un agrément? Voilà. Non, pas d'agrément. Ok. Ce que je voulais dire, la médecine traditionnelle continue, même avec M. Aboutou, en dehors du centre hospitalier universitaire, de recevoir. Et d'évoluer. Voilà. Je vous dis que les patients veulent toujours la médecine traditionnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a peut-être un peu de confusion. L'argile peut être utilisée peut-être comme médicament pour pouvoir donner les soins, un pansement simple, un certain nombre de choses. Mais au-delà, c'est qu'il ajoute également des plantes médicinales qui ont certaines vertus, si on peut dire ceci. Ça, c'est déjà connu. C'est intéressant de bien noter qu'il n'utilise pas que de l'argile. Que de l'argile. Mais il y a des plantes médicinales. Oui. Ça, c'est un premier point. Okay. Deuxième point, il n'y a pas eu véritablement d'encadrement, comme on le dit, au CHU de Treichville, au point. Alors, vous connaissez à peu près cette histoire? Oui, cette histoire, je connais cette histoire. C'est nous-mêmes qui l'avons... Il n'y a pas eu d'encadrement, c'est ce que vous dites? Oui, je veux dire, de part et d'autre. Il y a la partie médecine moderne qui doit jouer son rôle. Lorsqu'on crée une unité de médecine traditionnelle dans un centre hospitalier ou dans un centre de santé moderne, il y a un tuteur, il y a un encadreur, un professeur ou des rangs, je ne sais pas, mais qui doit pouvoir encadrer le processus. Certains pays ont réussi. Burkina a réussi, Ghana a réussi. Au Ghana, dans presque tous les hôpitaux, il y a des unités de médecine traditionnelle. Alors, cette unité a été fermée. Oui. Est-ce que dans les années à venir, on a l'intention de il y a eu j'allais dire, quelques manquements. Ça, par rapport à la convention qu'on a signée avec le CHU, le professeur est là. Je suis bien heureux que les deux praticiens médecine et praticiens soient assis ensemble là. C'est un cas relevé. Il y a près de 20 ans, mais c'était la bagarre. Ouais. Impossible de discuter entre un médecin et un professeur en plus, avec un tradipraticien. Donc il y a espoir. Il y a espoir. Alors, Mamadou Ouattara, on a vu, le cabinet de M. Aboutou Kofi ne désemplit pas. Des patients qui viennent parfois en dernier recours après avoir tout essayé. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des cas de patients qui sont venus après avoir tout essayé et qui ont trouvé chez vous la solution? Nous recevons des patients qui ont essayé ailleurs, je dirais, puisque chaque pratique a ses limites tout de même. Nous voyons souvent des gens faire des examens, ils amènent, après traitement, ils vont encore faire d'autres examens pour confirmer s'il y a la guérison. Donc ça, c'est légion. En même temps, il y a ce problème de communication, parce qu'on l'a écouté dire qu'il guérit plusieurs maladies, presque toutes, et qu'il y a une seule maladie qui lui fait vraiment peur. Et quand on s'attendait à entendre le nom d'une maladie, eh bien, il nous dit tout de go que c'est la mort. Donc, virtuellement, il y a ce problème de communication. Notamment, vous savez qu'il prétend, par exemple, soigner toutes les maladies, y compris la drépanocytose, à cette date. C'est une information qui est fracassante. Alors, d'abord, vous, professeur, comment vous réagissez par rapport à cette approche de la communication Non, mais pour moi, c'est un abus de langage quand même. C'est un abus de langage. Parce que même, je dis ça comme ça, des douleurs articulaires ne sont pas forcément en rapport avec une drépanocytose. Hein. Pas parce que quelqu'un a des douleurs articulaires qu'il a une drépanocytose. Tout ça, ça doit être, comme je dis, ça doit être formalisé, ça doit être prouvé par des tests sanguins, l'électrophoret de l'hémoglobine qui montre que le malade a un trait de drépanocytose. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire tant. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire si vous êtes quand même favorable à ce rapprochement, à cette collaboration, le rapprochement de ces deux médecines? Non, moi je suis favorable, mais je pense que tout doit être réellement recadré. Ça doit être un cadre bien défini où la médecine traditionnelle a sa place et la médecine moderne a sa place. Petite question pour vous, on sait qu'on a aujourd'hui 10 médicaments. Qui sont en pharmacie. Est-ce que vous-même avez eu à prescrire certains de ces médicaments ou alors connaissez-vous quelques-uns de vos collègues qui, en clinique ou à l'hôpital, au CHU, ont prescrit des médicaments? Vous n'en connaissez pas? Je ne connais pas. La guérison à plusieurs niveaux. Vous allez me permettre de dire ceci.
il y a la guérison physique, biologique que vous voyez. Lorsque vous parlez, à un moment, vous envoyez un terrain spirituel, on a prié pour moi, je suis guéri. Vous comprenez qu'on n'a pas la même compréhension vis-à-vis de la représentation de la maladie. Au niveau du médecin, au niveau du tradipraticien de santé. Vous avez les phytos, ça c'est bien connu, qui utilisent les plantes pour soigner. Vous avez les herboristes, tout à l'heure on a vu les femmes la vendre au marché, mais ils maîtrisent aussi également les vertus. Ensuite, vous avez ceux qui sont accoucheurs traditionnels. Il y en a même à Abidjan ici. On a fait des enquêtes, il y en a des accoucheurs traditionnels. Malgré l'existence de tout ce que nous avons comme infrastructure sanitaire ultra moderne, mais les gens continuent d'aller dans nos communautés pour une question de confiance. Vous avez les médicaux droguistes. Vous avez ceux qui prennent les peaux, les caméléons, les graisses de gorille. On nous a lavé tous avec les os de gorille. Je ne sais pas si le professeur plusieurs, a eu l'occasion. Vous comprenez? C'est parti de là un certain nombre de choses qui méritent d'être documentées par rapport à ce que M. Abrou a besoin de dire. Voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste. Si on veut être avec les médecins, voilà leur langage. Vous voulez peut-être réagir, mais je sens que vous êtes pénétré par cette urgence de faire la promotion de la médecine traditionnelle. Ce qui est beaucoup apprécié par les patients, c'est l'approche holistique qui est. On tient compte de l'aspect psychologique aussi. Oui, bien sûr, parce que quand quelqu'un vient à vous et que la façon dont il est reçu, c'est plus de 50% déjà de guérison. Est-ce que vous êtes aujourd'hui favorable à la réouverture, notamment au CHU de Treichville, pour parler de votre cas, d'une autre unité de médecine traditionnelle? Oui, je sais pas, pour renforcer les interactions. Je ne suis pas contre la réouverture d'une autre unité de médecine traditionnelle, hein, mais je pense qu'en fait, il faut qu'on revoie les conventions, il faut qu'on revoie l'accord, il faut que tout ça se fasse dans le cadre de protocoles bien définis. Quels sont les malades que la médecine traditionnelle peut prendre en charge. En fonction de ça, si des protocoles sont bien édifiés, bien écrits, il n'y aura pas de problème. Chaque médecine a ses limites et il faut admettre ses limites. C'est comme ça. Vous êtes d'accord sur ça, que chaque médecine admette ses limites? Oui, ses limites. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que les médecins reçoivent une formation sur la pharmacopée traditionnelle? À mon avis, ce serait très intéressant parce qu'avant d'être même médecins, ils ont dû utiliser aussi les plantes de chez nous. L'approche des médecins vis-à-vis de nous a beaucoup évolué. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est plus comme avant. Donc, il y a de plus en plus de médecins qui sont ouverts à cela. Et bien, donc, ça nous rassure. Vous êtes aujourd'hui ouvert parce que vous êtes professeur, donc enseignant. Est-ce que vous êtes aujourd'hui ouvert à ce qu'il y ait des formations aujourd'hui au niveau universitaire qui intègrent la pharmacopée? Oui, j'en ai discuté avec le grand frère. C'est intéressant. Et je pense qu'en fait, c'est plus même les internistes, les médecins pathologistes là, qui devraient s'intéresser à ça, parce que c'est eux qui voient les malades. Nous étions à la faculté hier, pour les 6e années, qui vont sortir bientôt, parler de médecine traditionnelle, avec le professeur Tiembré, qui est le responsable du département, qui s'occupe également. Donc on a fait des formations sur l'introduction de la médecine traditionnelle, l'histoire de la médecine traditionnelle, pour préparer les médecins à la collaboration. En tout cas, on aura compris que c'est en plein développement. Il y a du business derrière cette médecine traditionnelle. Merci donc à vous, chers invités, et merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa consacré à la médecine traditionnelle. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. N'oubliez pas, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce numéro. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programme sur RTI1.